The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour tout le monde, bonjour les participants qui sont présents pour ce cours en ligne. Donc bienvenue à tout le monde pour la première semaine de la deuxième partie du cours massif en ligne pour la résilience pour le développement. Je suis Laurent Mesbah, votre facilitateur francophone pour ce cours en ligne, qui est organisé conjointement avec le programme de développement des Nations Unies, le forum des stratégies de biodiversité de la Convention pour la biodiversité et d'autres partenaires. Donc, comme je disais, c'est la première semaine de la deuxième partie de ce cours qui commence aujourd'hui. Il va y avoir 3 semaines qui vont se suivre de webinaires et de cours en ligne. Alors, les cours en ligne sont obligatoires de manière à avoir le certificat. Nous vous rappelons donc de ne pas oublier de les faire. Nous vous encourageons très fortement à participer au forum de discussion qui est écrit en ligne. Et bien sûr aussi de participer au webinaire qui se fait en direct. Vous avez la possibilité donc de poser des questions en levant la main après la présentation qui va être faite, après le webinaire. Et vous pouvez aussi poser des questions par écrit. Nous allons tenter d'y répondre. Alors, nous allons donc commencer par le webinaire, la présentation. Et comme je disais, cette présentation va être suivie de discussions, de questions et réponses et discussions à la suite de la présentation. La présentation va durer à peu près une demi-heure et nous allons nous allons continuer après avec les discussions. Alors, comme vous voyez sur l'écran qui est partagé, le titre de la présentation est les réserves de biosphère du réseau mondial, ce que nous avons appris, notre vision pour le futur. Alors, avant de rentrer sur la présentation, juste pour vous rappeler que la deuxième partie de ce cours, la première partie était sur la résilience, le concept de résilience pour le développement de manière assez large. Et là, pour la deuxième partie de ce cours, nous allons nous concentrer plus sur l'aspect des stratégies, donc le lien avec les stratégies nationales et stratégies nationales pour la biodiversité et les plans d'action qui sont dans le cadre de la Convention pour la biodiversité, et de comprendre le lien donc entre la question de résilience et des stratégies de manière à protéger la biodiversité. Comme nous le savons, la biodiversité est une grande richesse pour les pays, pour les ressources très importantes pour le développement des pays. Donc, nous avons la chance pour ce premier webinaire d'avoir une spécialiste de programme de l'UNESCO, Madame Meriem Bouamran. Meriem, qui va nous faire la présentation, est une économiste de l'environnement, spécialiste du programme de la division des sciences écologiques et de la Terre et de l'homme pour la biosphère depuis 2001. Elle est coordinatrice du réseau EuroMAB, le plus ancien et le plus grand réseau mondial de réserves de biosphère qui comprend 52 pays et 302 réserves de biosphère, y compris le Canada et les États-Unis. Meriem est aussi responsable des programmes de recherche et de formation sur l'accès et l'utilisation de la biodiversité, des approches participatives et de concertation en utilisant les réserves de biosphère comme site de recherche et de démonstration. Elle a organisé et dirigé plusieurs ateliers utilisant différentes techniques et outils participatifs
dans les réserves de biosphère et participe à plusieurs programmes de recherche sur la résilience des systèmes socio-écologiques et en utilisant la méthode participative. Elle est membre du programme sur les changements des écosystèmes et de la société, le comité scientifique parrainé par l'UNESCO et organisé par le Centre de résilience de Stockholm. Elle est aussi le point focal de l'IPBES et l'avenir de la Terre de l'UNESCO. Alors, Myriam Bouamran, bienvenue et merci de bien vouloir accepter. Donc, la parole est à vous. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction et je remercie aussi les organisateurs de nous avoir invités, l'UNESCO et le programme MAB, à participer à ce cours. Alors, pour commencer, je vais parler très brièvement du contexte international dans lequel nous opérons à l'UNESCO et notamment au programme MAB, qui est le programme point focal pour la biodiversité au sein de l'UNESCO. Et donc, comme vous le savez sans doute, il y a une plateforme intergouvernementale qui a été créée il y a quelques années, qui s'appelle LibBES. C'est une plateforme intergouvernementale pour les services écosystémiques et la biodiversité. Et ça veut être l'équivalent de la plateforme qui existe pour le changement climatique. Donc, on va en parler. C'est assez important ce qui est en train d'être mis en place pour la biodiversité au niveau international. Ça a des répercussions au niveau des pays. Et évidemment, l'UNESCO est une des agences co-hôtes de cette plateforme avec le PNUD, avec l'UNEP, qui en assure le secrétariat, et avec la FAO. Également, nous sommes dans un contexte international où la Convention sur la diversité biologique est en train de préparer à lancer un processus pour faire une stratégie qui suivra la stratégie qui se termine en 2020. Donc, il y a aussi des éléments importants à prendre en compte au niveau international et qui auront des répercussions au niveau des pays. Alors, moi, je travaille depuis plusieurs années au sein d'un programme qui s'appelle le programme MAB et qui s'intitule L'homme, l'humain et la biosphère, et qui a été créé en 1971. Donc, ça fait plus de 45 ans que ce programme existe. Et c'était à l'origine un programme scientifique entre les gouvernements qui participent à l'UNESCO. Et ces scientifiques se travaillent ensemble en réseau. Et je vais parler plus particulièrement d'un des projets qui visait à étudier, à mieux comprendre les interactions entre les humains et la nature, qui sont les réserves de biosphère. Donc, je vais partager avec vous aujourd'hui ce que nous avons appris en mettant en place dans de nombreux pays ces territoires et ce que nous envisageons pour l'avenir dans ce contexte international de la biodiversité avec l'IBES, la CBD et d'autres partenaires. Alors, ce qui est intéressant, je commence avec cette figure un peu humoristique, je vais la traduire pour ceux qui n'arrivent pas trop bien à lire. Ce qui est intéressant, c'est que la biodiversité est perçue comme un enjeu et un objet complexe et un concept complexe. Et là, si vous voulez, je fais référence à l'IBES, cette plateforme qui a été créée pour faire le lien entre les scientifiques et les gouvernements. Et vous voyez sur votre gauche la caricature, on n'est pas tous comme ça, des scientifiques avec les lunettes et la blouse blanche, qui écrit en très très grand que la recherche conclut que nous sommes en train de détruire la Terre. Et de manière très caricaturale aussi à droite, vous avez des représentants des gouvernements avec une mallette où il y a de l'argent qui s'échappe, qui dit est-ce que vous pourriez gentiment rephraser ce que vous voulez dire de manière claire, etc. Comme si le message n'était pas suffisamment clair. Donc c'est intéressant de voir que cette plateforme intergouvernementale vise vraiment à ce qu'il y ait un meilleur dialogue et une meilleure compréhension de la part des gouvernements des enjeux liés à l'érosion de la biodiversité et que tous les scientifiques du monde entier se réunissent pour partager l'état de l'art des connaissances et dire voilà où on en est, voilà ce qu'il faut faire parce que la situation est assez dramatique
Et là, cette année est particulièrement importante parce que pour la première fois depuis sa création, l'IBES, au mois de mars prochain, va distribuer, partager des rapports. Et ce seront les premiers rapports régionaux sur l'évaluation de la biodiversité et des services écosystémiques. Il va y avoir 4 rapports régionaux qui vont sortir et un rapport sur l'état de dégradation des terres. Et il est à parier que ces rapports vont devenir des rapports de référence en matière d'évaluation de l'état de la biodiversité et des services écosystémiques. Et l'année prochaine, la plateforme IBES sortira le rapport mondial. Donc, nous sommes à un moment, c'est pour ça que je voulais le rappeler, important pour le monde entier, les scientifiques, les gouvernements. Nous allons disposer de rapports qui vont permettre de, on l'espère, mieux faire prendre conscience des enjeux de la biodiversité. Vous avez beaucoup entendu parler du changement climatique et de l'accord de Paris. Il est souhaité que la biodiversité prenne toute sa place et que les gouvernements, les partenaires, les institutions mesurent les enjeux, et je vais y revenir dans ma présentation, que représente la biodiversité pour nous. Donc, nous, notre programme à l'UNESCO, c'est, comme dit Pierre Rabhi, c'est notre part du travail dans ce monde. C'est notre contribution à essayer que les enjeux de biodiversité soient mieux connus et que les êtres humains et nos gouvernements et nos États membres puissent avoir des outils pour justement la conserver et l'utiliser de manière durable. Donc, je l'ai dit, c'est un programme scientifique intergouvernemental qui existe depuis maintenant 47 ans, qui a lancé beaucoup de projets scientifiques pour mieux comprendre comment fonctionnaient les écosystèmes. Et en 1976, il y a un premier territoire qui a été mis en place qui s'appelle donc une réserve de biosphère. Et l'objectif, c'était que les scientifiques comprennent mieux dans le monde entier comment fonctionnent les interactions entre humains et nature. Et donc, il y a eu des réserves de biosphère créées au début plus comme des observatoires scientifiques et d'interaction dans des écosystèmes aussi divers et variés que les forêts tropicales, les zones humides, les lacs, les zones côtières, les îles, etc. Et ce sont de véritables systèmes socio-écologiques qui ont comme objectif le développement durable. Et l'objectif, c'était vraiment de réconcilier les humains entre eux à propos de la nature. Donc, il y a 3 fonctions qui sont dévolues à ces territoires dans le monde entier. C'est le même principe. Ces territoires doivent conserver la biodiversité selon les 3 niveaux, j'y reviendrai. Ces territoires doivent aussi permettre aux humains d'y vivre. C'est très important parce que ce sont des territoires qui veulent réconcilier conservation et développement. Donc, il n'y a pas de réserve de biosphère s'il n'y a pas d'humains. Ça, c'est aussi essentiel. Et ce sont aussi des territoires qui ont pour vocation de fournir des informations, des données, des connaissances sur la biodiversité, sur les usages que font les humains sur cette biodiversité et sur ces interactions humains et nature. Il y a un système de zonation qui assure la mise en place de ces 3 fonctions. Donc, il y a une zone qui va être un peu plus dévolue à la conservation. Il y a une zone qui va être un peu plus dévolue au développement. Et là, vous voyez de manière très schématique les établissements humains et le fait que des personnes habitent dans ces territoires. Et ce schéma a été adapté dans le monde entier, dans des différents contextes écologiques, politiques, socio-économiques. Et on a une très grande diversité de sites et de trajectoires et d'histoires. Alors, à l'heure actuelle, on a dans le réseau mondial 669, il y a une erreur dans la diapositive, dans 120 pays. Donc, 669 réserves de biosphère dans 120 pays. Donc, comme je le disais, le schéma est adapté vraiment selon très différents contextes. Et nous avons également des réserves de biosphère transfrontalières entre différents pays qui coopèrent pour préserver la biodiversité. Et là, c'est l'exemple dans le fleuve du Sénégal, entre la Mauritanie et le Sénégal.
Vous avez donc d'autres exemples ici, c'est en Alaska, donc même dans des territoires où il y avait de l'exploitation minière, il y a des réserves de biosphère qui sont là pour restaurer les écosystèmes. Un autre exemple, Rwanda. Et un dernier exemple au Vietnam, dans la réserve de biosphère de Tchadba. Alors, tous ces exemples et ces photos, c'est pour vous montrer en fait que ce sont des territoires qui sont multi-usages, où il y a des habitants, il y a différents acteurs qui n'ont peut-être pas la même perception des enjeux et pas les mêmes objectifs. Et c'est basé sur des principes de gestion adaptative et d'implication des acteurs et des populations locales. Le but est vraiment qu'il y ait de la concertation et un dialogue, j'y reviendrai, et qu'il y ait des échanges de connaissances, d'informations. Donc tout ce qui va être capital social, tout ce qui va être réseau, tout ce qui va être concertation et modalités de gouvernance entre différents acteurs est essentiel pour que tous ces acteurs se rencontrent, se réunissent et parlent entre eux. Il y a énormément de diversité institutionnelle qui se sont mis en place dans ces territoires. Et nous avons à l'heure actuelle vraiment une variété, une diversité de modes de gestion, de gouvernance institutionnelle qui, je pense que vous l'avez déjà vu dans les cours précédents, sont des contributions, des critères pour la résilience. Hein. Tout ce qui va être capital social, diversité institutionnelle, diversité sociale. Alors, ce que je voudrais aussi dire, avant de passer un peu plus à des résultats de recherche qui ont utilisé les réserves de biosphère comme territoire, c'est que c'est des territoires très dynamiques. Ils évoluent. Il y a vraiment des dynamiques sociales, écologiques, institutionnelles qui ont lieu au sein de ces territoires. On a plusieurs exemples. Par exemple, ici, c'est le delta du Rhône qui était une toute petite réserve, une des premières, c'est pour ça que j'ai choisi en 1976, qui était la réserve de Camargue. Et en fait, avec la concertation des différents acteurs, avec l'évolution du territoire, des enjeux, des usages, c'est devenu un territoire beaucoup plus grand qui comprend même des villes comme Sainte-Marie-de-la-Mer pour ceux qui peuvent connaître cette région. Et donc, on est passé, vous le voyez, d'une petite réserve de 13 000 à 178 000 hectares, avec concertation des populations et des intéressés. Il y a aussi dans notre réseau des territoires qui ne restent pas. Ça arrive, là on a eu encore des cas très récemment, et qui quittent le réseau mondial. Pourquoi? Principalement parce qu'en fait, soit ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs qui s'étaient fixés en 10 ans, soit parce qu'ils n'ont pas le soutien des populations locales. Donc c'est le cas par exemple en Allemagne, on a eu aussi le cas récemment aux États-Unis et en Bulgarie, où les populations disent qu'ils ne veulent pas rester. Et donc, j'insiste là-dessus, c'est très important pour nous que ces territoires, il y ait une légitimité, une adhésion et un engagement de la part de tous les acteurs locaux. Donc, dans le cas où il n'y a pas d'adhésion, eh bien, le pays est encouragé à retirer le site du réseau. Et donc, on a une vingtaine de cas depuis le début. Et puis également, là encore, un exemple pour vous illustrer l'importance pour nous à l'UNESCO et au sein du programme MAP de l'implication des populations. Quand le site est inscrit, tous les 10 ans, il doit faire une évaluation. Ça s'appelle un examen périodique. Et donc là, on a un comité d'experts indépendants qui fait des recommandations, qui vérifie si le site remplit ses objectifs par rapport à ce qu'il avait indiqué à l'UNESCO. Le comité fait des recommandations. Et là, par exemple, dans le cas de Cuba, il y a eu une demande de la part du comité que le plan de gestion soit fait avec les populations locales, ce qui a été fait par la suite. Donc, des processus dynamiques, des changements d'échelle, de taille, de gouvernance. Et la question qu'on peut se poser et que nous, on s'est posé, notamment avec des chercheurs qui ont participé à ce cours massif, mais également avec différents partenaires, on s'est demandé, on s'est interrogé après plus de 40 ans d'existence sur le fait que est-ce que ces territoires, est-ce que ces réserves de biosphère, est-ce qu'on peut évaluer quels sont leurs résultats, est-ce qu'on peut évaluer si elles ont atteint leur objectif de durabilité, est-ce qu'on peut tirer des enseignements sur le fait que ces territoires mettent en réseau des acteurs très divers, que parfois
y a des institutions spécifiques qui sont créées pour gérer le territoire? Est-ce qu'on peut tirer des leçons de notre réseau, de notre expérience? Donc, c'est une question qu'on s'est posée. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de regarder, comme un des objectifs, comme je l'ai rappelé au début, c'est la conservation de la biodiversité. Ce qui est important, c'est que nous, on travaille, on s'interroge sur une biodiversité qui va s'observer à 3 niveaux. Donc, celle génétique, hein, qui est à l'intérieur de chaque espèce. Et cette diversité génétique, comme vous devez le savoir, c'est une assurance vie pour l'espèce considérée. Après, il y a la diversité donc, des espèces au sein d'écosystèmes donnés. Hein, c'est la diversité spécifique et la diversité donc, des écosystèmes, hein, tout ce qui est interaction entre les espèces dans un milieu donné. Ce qui est intéressant pour nous et ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment on passe d'un niveau à un autre, hein, donc les interactions qu'il y a entre ces 3 niveaux de biodiversité. Et c'est ce qu'on essaye, nous, de comprendre au sein du programme MAB. Et donc, on est vraiment dans un monde, notre vision du monde est celui d'un monde en interaction entre ces 3 niveaux, depuis le niveau génétique jusqu'au niveau de la planète tout entière, qui est un système vivant. Vous avez dû le voir dans certaines présentations, qu'on représente la Terre comme un système vivant dans sa globalité, et en sachant que le trait commun à toutes ces formes de vie, c'est l'ADN, donc y compris chez nous, les êtres humains. Et c'est justement ça l'objectif du MAB, c'est de comprendre ces interactions entre les humains et la biodiversité. Et donc là, on a des exemples concrets d'observation de la biodiversité tel qu'on peut l'observer avec les interactions des humains au niveau de ces différents aliments, de notre habitat. Et tous ces exemples sont tirés de réserves de biosphère au Canada, en France, en Allemagne et en Espagne. Et donc, l'approche du programme MAP, c'est vraiment, il n'y a pas d'opposition entre la nature et la culture. Ce que a très bien montré les travaux de M. Descola sur le sauvage et le domestique. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ce réseau, il est vivant. Ça veut dire que pour obtenir les aliments que je vous ai montrés précédemment et que vous voyez encore sur l'image, par exemple le fromage, hein, ce qui est typiquement français, c'est qu'il y a des micro-organismes qui vont travailler dans le lait. Vous voyez les vaches qui sont assoupies sur l'herbe, qui ont mangé cette herbe, hein, et la pousse de l'herbe, c'est grâce à des micro-organismes qui sont dans le sol. Mais il a fallu aussi que l'homme, l'humain, une espèce particulière, va mettre ensemble tous ces différents éléments, donc va jouer ce rôle de coordonnateur. Et donc, pour nous, l'être humain fait partie intégrante de la biodiversité. C'est une espèce qui est essentielle, qui est cruciale, parce qu'elle joue un rôle clé à différentes échelles. Mais ce qui est très important, c'est que nous, les êtres humains, on a une capacité à penser, à réfléchir, et donc à penser notre place au sein de cette planète et de cette diversité. Et donc, l'important pour nous, c'est de rappeler et de connecter les êtres humains à cette diversité et à cette nature. Et c'est un peu le rôle du programme MAB, rappeler cette connexion. Donc, nous, on essaye, à travers les réserves de biosphère dans le monde entier, hein, de mieux comprendre et de gérer ces relations, ces interactions entre les humains et les non-humains. Donc, vous voyez, nous, notre rôle, c'est vraiment d'expliciter, d'illustrer par la pratique, par l'exemple, les interactions entre humains et non-humains et la nature, et d'impliquer les populations. Parce qu'on entend beaucoup au niveau international ou dans les messages, des messages qui peuvent être perçus comme étant négatifs, c'est-à-dire que oui, la biodiversité s'érode à une très très grande vitesse. Oui, certains disent qu'on va vraiment droit dans le mur et que est-ce qu'on va arriver à stopper cette érosion. C'est l'activité humaine qui est responsable de cette érosion en énorme partie. Et donc, nous, notre pari, c'est que si les hommes sont responsables, ils ont le potentiel d'être la solution. Et donc, le réseau
ce que nous essayons de faire, c'est d'illustrer que c'est possible, que ça existe actuellement dans le monde, des territoires, des habitants, des bonnes volontés, des sociétés qui sont conscients de leur lien avec le vivant, qui sont conscients de leur dépendance à la nature, à la biodiversité comme source de vie. Et c'est ce qu'a très bien démontré les services écosystémiques, hein, que tout notre nourriture, notre médecine, notre énergie provient des écosystèmes et donc de la planète, et qu'il y a des solutions, qu'il y a des acteurs dans le monde entier qui essaient justement par leurs activités d'avoir un impact moindre sur la planète et qui trouvent des solutions pour se nourrir, pour se vêtir, pour se chauffer, sans détruire la planète. Et ce réseau mondial, on aimerait contribuer avec d'autres à montrer que ce n'est pas une utopie, que c'est totalement possible de passer à d'autres modes de société, que ça existe déjà et qu'il y a déjà des solutions qu'on peut partager avec cette planète sur notre place, nous les humains, dans la Terre et sur d'autres manières d'être et de vivre ensemble. Donc, par rapport à la question de ce cours sur la résilience, comme on met l'humain au centre de notre réflexion, on voulait aussi s'interroger sur l'impact et la valeur de la participation des populations. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'exemples dans le monde et dans le passé où, encore une fois, on disait que pour préserver la nature, il fallait exclure l'homme de cette nature. Et on a créé beaucoup de parcs avec sans habitants, sans humains, en se disant que c'était la meilleure manière de préserver la biodiversité. Et en fait, nous, notre approche, elle est opposée. C'est en mettant de l'humain, en le responsabilisant, en le faisant prendre conscience de sa connexion et de sa responsabilité vis-à-vis de la nature, en révélant cette codépendance, hein, qu'on pourra peut-être faire bouger les choses. Donc, on s'est interrogé dans le cadre de plusieurs programmes de recherche. Et ce que je vais vous expliquer là, en fait, c'est la synthèse rapide de 2 articles qu'on a publiés. Il y a les références à la fin de ma présentation. Et on a essayé de voir justement, est-ce que la participation des communautés, parce que nous, on disait, je dirais, de manière un peu intuitive, politique et institutionnelle, qu'il fallait impliquer les communautés dans la préservation de la biodiversité. On a voulu évoluer si ce que l'on affirmait et contestait au niveau des réserves de biosphère, si on pouvait un peu plus le démontrer. Est-ce qu'effectivement, le fait que les communautés participent, ça augmente la résilience du système. Et plusieurs chercheurs disent qu'effectivement, la participation, c'est une composante importante de la résilience sociale. Et d'autres chercheurs disent, bon, il n'y a pas forcément d'impact ou c'est pas bien démontré. Donc, nous, on a voulu un petit peu sur un échantillon de réserve de biosphère, essayer de travailler sur cette notion justement de résilience sociale communautaire. Donc, on a repris les travaux de Berks and Ross. Toutes les citations sont à la fin ou dans les articles que je vous donnerai. Et donc, on s'est vraiment intéressé, nous particulièrement dans le programme AB, aux réseaux sociaux et à une gouvernance engagée, hein, puisqu'il y a un engagement quand on intervient dans une réserve de biosphère. Et donc, on a fait une base de données. Des étudiants qui sont venus chez nous au MAB ont fait une base de données. Ils ont renseigné des données sur les rapports qu'on reçoit de 178 réserves de biosphère. Ils ont fait un système de codage. Et on a aussi utilisé des bases de données internationales. On a fait une étude de cas. Et en fait, on a construit un index de la participation en posant plusieurs questions. Est-ce que la communauté locale est à différents niveaux? On disait oui ou non. Donc, on mettait un point quand c'était oui. Est-ce que la communauté locale est impliquée dans le plan de gestion? Est-ce qu'elle est impliquée dans la gestion du territoire? Est-ce qu'elle est impliquée dans la coordination, etc. Différents niveaux de participation et d'implication, qui va vraiment de la consultation jusqu'à la prise de décision. Et en fait, on a trouvé que oui, il y avait une corrélation qui était assez intéressante dans l'échantillon, avec toutes les précautions qu'on prend dans ce genre d'études, qui avait effectivement ça indiquait qu'il y avait une augmentation quand il y avait une participation communautaire sur la biodiversité et qu'il y avait une corrélation qui était significative dans notre échantillon.
Donc ça, c'était intéressant. Et puis, on a fait une étude de cas un peu plus approfondie encore sur cette question de la résilience communautaire et est-ce que la participation effective des populations dans un territoire comme une réserve de biosphère, ça augmentait vraiment la résilience? Est-ce que vraiment on avait des éléments pour dire ça? Et il y a encore une fois plusieurs chercheurs qui indiquent que oui, que la résilience est améliorée parce que quand vous participez, vous créez des connaissances, vous partagez l'information, vous créez aussi une confiance qui fait que vous pouvez un peu plus coopérer et que ça aurait un impact effectivement positif sur la résilience du système considéré. Donc là, des chercheurs ont travaillé sur la réserve de biosphère du delta du Rhône, dont j'avais parlé précédemment, qui était donc celle de Camargue, qui s'est énormément transformée. Et ce sont des territoires, effectivement, qui se sont beaucoup, beaucoup transformés. Et donc, il y a eu des crises même écologiques, hein, comme des inondations. C'est un territoire donc au bord de la mer, donc il y a un système de marées salées et la mer et des rivières, donc de l'eau douce et la mer. Il y a différents usagers qui ont des besoins très différents sur l'eau. Vous avez des roseliers qui cultivent le roseau, vous avez des chasseurs, vous avez les manadiers, ce qu'on appelait les cow-boys camargois. Avant, les taureaux étaient utilisés pour l'agriculture et pour la viande, et maintenant, c'est un peu plus pour, comment dire, la tradition locale. Hein, vous voyez, la tour, enfin, c'est pas la tauromachie comme. Il n'y a pas de mort de taureau, hein, mais il y a cet aspect un peu de folklore local. Et donc, des usagers qui ont peuvent avoir des intérêts très, très divergents. Du riz, peut-être que vous connaissez le riz de Camargue qui est très spécifique. Et donc, il y a eu des grandes évolutions, des chocs parfois sociaux, des chocs écologiques qui ont fait qu'en fait, dans l'étude qui a été menée, il a paru clairement qu'il y avait un lien, une corrélation très très forte entre la résilience sociale et écologique, puisque les habitants et les usagers dépendent complètement des écosystèmes et des processus écologiques hein, qui ont en cours. Et puis aussi le fait qu'à travers l'histoire que je ne détaillerai pas au vu du temps de ce territoire très précis, des changements d'usage, des changements politiques, il y a eu beaucoup d'associations et d'institutions qui ont été créées, notamment le parc naturel régional, qui jouait un rôle d'intermédiaire avec des associations. Et en fait, ils ont vraiment travaillé ensemble, ils ont fait bloc parfois par rapport à certaines décisions politiques, et ça a créé un capital social, des liens, encore une fois, par la confiance, la coopération, qui ont fait qu'il y a eu une certaine forme de résilience par rapport à des chocs extérieurs ou par rapport à des changements sur ce territoire-là. Et donc, dans l'article que nous avons publié avec ces enseignements, il y a eu quelques leçons qui sont devant votre écran, qui fait qu'on a vraiment un lien très fort sur une gouvernance qui est participative, où on encourage les communautés à avoir un avis sur leur territoire et sur les usages qui sont faits de ce territoire, avec le capital social, l'apprentissage social, le partage d'informations et de connaissances sur les rythmes du territoire et les cycles des écosystèmes, et la coproduction des connaissances, les scientifiques avec les agriculteurs, les pêcheurs, les chasseurs, les roseliers, etc. Et puis que souvent, la définition même d'une communauté locale, en fait, elle était liée à la définition du problème et des enjeux à résoudre et des échelles sur lesquelles on regardait ces enjeux-là. Donc, il y avait aussi une notion très importante de valeur et d'examiner, quand on fait une étude sur des transformations au sein d'un système comme cette réserve de biosphère, ce système socio-écologique, de voir les acteurs, cette participation des communautés locales, si elle était liée à des valeurs et s'il y avait des changements dans ces valeurs. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on s'interroge beaucoup au programme MAB, sur cette notion de valeur commune et partagée. Et c'est pour ça que cette année particulièrement, on se posait, ça fait très longtemps, moi j'ai eu mon professeur qui s'appelle Jacques Weber, qui m'avait enseigné qu'en fait on avait une vision de notre place
et de notre place dans la société qui était peut-être à reconsidérer, puisqu'on mettait l'économie extrêmement en avant, comme si c'était vraiment le but et la base de notre vie, et qu'en fait, ce schéma a montré que l'économie était toute petite partie du système social, avec la culture, les valeurs, etc. Et qu'en fait, c'était les écosystèmes, comme ça a été rappelé dans les évaluations des écosystèmes du monde entier, qui étaient la base de notre vie. Et que en fait, ce schéma du développement durable avec 3 piliers était trompeur, parce que c'est comme s'il y avait 3 piliers équivalents. Et ce que disaient Weber et d'autres après, comme actuellement, vous avez peut-être vu ces schémas aussi, on dit en beignet, je crois, donut en français, où on voit bien que c'est encore une fois les écosystèmes qui sont la base de tout support, et qu'après il y a la société, et l'économie est une petite partie infime de ce qui génère nos interactions les uns et les autres en société. Et c'est pour ça que la question des valeurs n'est pas à confondre avec celle des prix en économie, et que les valeurs, ce sont des choses qu'on peut partager, mais qu'on ne peut pas vendre. On a chacun son système de valeurs, et on peut pas on peut peut-être mettre un prix, mais ça ne dira rien de la valeur, par exemple, de la vie humaine. Et donc, pour conclure, nous, au MAB, encore notre contribution et notre place dans ce débat international et au niveau national, c'est d'essayer de partager des valeurs que nous avons. Il y a eu un travail qui a été fait avec les réserves de biosphère, donc les acteurs, les habitants des réserves de biosphère, qui ont décrit eux-mêmes c'était quoi leurs valeurs. Et vous voyez là sur l'écran qu'il y a 4 valeurs fondamentales dans le programme MAB. Ça, encore une fois, ce sont des mots qui viennent des populations et des acteurs des réserves de biosphère. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le secrétariat. C'est vraiment leur vision de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Et c'était rendre honneur à la vie dans le sens de célébrer la vie, de dire on est vivant et on fait partie d'un monde vivant, et on est heureux d'être vivant et d'être en interaction avec cette planète et avec tout ce qu'elle nous offre. C'est aussi rendre responsable, autonomiser, rendre responsable les communautés, de leur dire qu'elles ont un rôle et elles ont une responsabilité envers la planète et la biodiversité. C'est aussi trouver des solutions, comme je l'ai dit précédemment, être porteur de solutions, ne pas être seulement dans le pessimisme ambiant ou dans l'impossibilité de changer quoi que ce soit. On a les solutions en nous, on peut trouver des solutions, elles existent déjà. Et puis aussi cette valeur de se dire qu'en fait, on fait partie d'un grand tout. Qu'on est membre d'un réseau au sein du MAB, une réserve de biosphère sur un territoire fait partie d'un réseau mondial, et que ça aussi, ça fait beaucoup de sens, que ce que l'on fait localement, ça aussi, ça peut bénéficier à tout un ensemble de personnes. Voilà, donc encore une fois, ce réseau social, et cette sensation que il est possible que nous vivions dans un monde où les populations sont conscientes qu'elles ont un avenir commun et qu'elles sont interdépendantes dans le sens noble du terme, dans le sens de solidarité, dans le sens d'interaction, et qu'ensemble, on peut trouver des solutions et d'agir de manière responsable. Et voilà, donc je vais terminer là-dessus avant vos questions. Et ça, c'était aussi pour dire, par rapport au pessimisme ambiant parfois, que là, c'est un schéma qui dit c'est vraiment une approche très, très innovante, mais j'ai peur qu'on ne puisse pas la considérer parce que ça n'a jamais été fait avant. Et je pense qu'on est à une période de notre société globale où on doit justement oser et tenter, réfléchir, penser, voir le monde de manière différente et proposer des manières différentes de gérer nos relations les uns avec les autres dans cette planète. Donc, c'est plutôt un message d'espoir et d'optimisme que nous, on essaye d'inspirer plutôt que de désespérer. Donc là, c'est quelques références, je crois que vous ne les voyez pas très bien. Bon, je pense que ce sera un peu plus disponible après sur quelques articles, les 2 articles dont j'ai cité les résultats sur la résilience. Voilà, j'ai terminé, je suis disponible pour écouter. Merci beaucoup, Myriam Bouamran, pour votre présentation vraiment très intéressante. Et puis, merci pour partager une vision
optimiste et positive à la fin, donc, en insistant sur l'importance essentielle comme fondation de la biodiversité pour la société et pour l'économie. Et je partage tout à fait votre vision dans le sens où cette interdépendance humaine par rapport à la nature est une réalité et d'éviter de ne pas vouloir la considérer, on échappe finalement à l'essentiel. Et quand on parle par exemple de l'économie, on sait très bien que l'économie fondamentalement dépend aussi des ressources naturelles de la planète. Donc il y a un lien effectivement très fort et qu'elle ne peut pas être la fondation des autres activités. S'il n'y a plus de ressources naturelles, et on sait aussi sans biodiversité, on ne peut pas considérer un avenir pour l'humanité. Donc là, c'est clair qu'il y a un lien vraiment très fort. Et vous avez cité des exemples. Et merci aussi de partager les programmes, les connaissances sur les programmes dans lesquels vous êtes impliqués, avec aussi notamment l'UNESCO. Alors, donc comme on a dit, les discussions sont ouvertes. Je me permets de commencer par une première question avant d'ouvrir la parole aux autres. Je vois que nous avons à peu près une vingtaine de participants qui sont présents. Donc, vous êtes invités à lever la main si vous voulez prendre la parole. Donc, n'hésitez pas à faire signe à lever la main. En attendant, j'ai juste une question. Vous avez cité les 669 sites dans 120 pays, des sites de biosphère. Et vous avez dit qu'il y a eu une évaluation qui a été faite sur ces sites, leur but, leur fonction et leurs impacts sur la société et sur la biodiversité. Et il y a eu aussi une vingtaine de sites qui ont été retirés. Et j'étais un peu étonné quand vous disiez que on encourage même les pays à se retirer dans le cas où il n'y a pas de soutien de la population locale. Est-ce que il y aurait une tendance à plus de sites seraient retirés aussi, à ce que plus de sites seraient retirés? Alors, non, Ou est-ce en que vous fait, avez aussi de nouveaux sites qui sont ajoutés en plus? Probablement aussi. oui, bien sûr. En fait, en moyenne, chaque année, le secrétariat va recevoir une bonne vingtaine, parfois jusqu'à 40 nouvelles propositions de réserve de biosphère. Et on va D'accord. dire qu'en moyenne, sur peut-être une trentaine, peut-être 20 vont être acceptés. Alors, chaque site, quand il est désigné par l'UNESCO, il est désigné, il a 10 ans pour faire, entre guillemets, ses preuves. Ils envoient un dossier de nomination qui est consultable en ligne, où vous avez les différents critères. Quel est l'objectif de conservation de la biodiversité? Quel est votre objectif de développement pour le territoire? Quel est votre objectif de formation, de recherche scientifique, etc. Donc, le pays et le site concerné remplissent ce dossier qui va passer dans les mains d'experts indépendants, puis après dans les mains du conseil du MAB, qui est représenté par 34 États membres, qui rotationnent tous les 2 ans. D'accord. Et donc, le site, une fois qu'il est désigné par l'UNESCO, tous les 10 ans, ils doivent envoyer donc une auto-évaluation où ils doivent démontrer ce qu'ils ont fait depuis les 10 dernières années. Est-ce qu'ils ont rempli leurs objectifs et est-ce qu'ils ont rempli leur mission? Et c'est sur cette base-là que, encore une fois, un comité d'experts va regarder est-ce que le site répond oui ou non aux critères. Parce qu'il y a des critères, donc des critères écologiques, des critères de développement et des critères d'information et de recherche. Et puis, il arrive parfois que les recommandations sont négatives. Soit négatives. Et donc, les recommandations disent il faudrait que vous fassiez plus ceci, ou il manque cela, ou il n'y a pas assez d'implication des populations notamment, ou alors comment ça se fait qu'il y a une exploitation de mines en plein air central, etc. Et le pays a un droit de réponse et a le droit de nous envoyer des informations complémentaires.
Maintenant, il est arrivé de nombreux cas. Donc, nous, on existe depuis première réserve depuis 1976. On est en 2018, donc ça fait 42 ans que les premières réserves de biosphère ont été désignées. Il y a 669 réserves de biosphère aujourd'hui. Il n'y en a que 20 qui ont été retirées. Sur la vingtaine qui ont été retirées, c'est parce qu'il y a une opposition très forte des populations. Et donc, je l'ai noté dans le cas des États-Unis ou de la Bulgarie ou de l'Allemagne. En fait, ils ne veulent pas une réserve de biosphère. Donc, on ne va pas forcer les gens à être dans une désignation qu'ils ne veulent pas, puisque le but d'une réserve de biosphère, c'est l'engagement des citoyens. Bien sûr. Oui, oui, oui. J'ai bien compris. En tout cas, merci pour la clarification. D'accord. Vous avez cité des exemples. Alors, je vois il y a des mains levées, donc je vais commencer à donner la parole. J'avais vu ici Carol McDuff. Est-ce que vous m'entendez, Carole? Non? Allô, Carole? Est-ce que vous entendez? Vous m'entendez? Vous avez la parole, je vous ai donné la parole. Je crois que vous avez une question écrite, sinon nous allons la lire. En attendant, je donne la parole à Nobert de Chanel. De Chanel Nobert, est-ce que vous m'entendez? Allô? Nobert de Chanel? On vous écoute? Oui, oui, très clair. Ah, je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez répéter, essayer? Je crois qu'il y a un problème de connexion. Oui, alors, bonjour, je vous écoute en très clair. 5, 6, 5. Nous vous entendons très mal parce que le son est coupé. Oui, oui, bonjour, bonjour. Je crois que nous Je allons. vous écoute. Je crois que nous allons. Oui, désolé, nous allons Vous passer à quelqu'un d'autre parce que le son est m'entendez? mauvais. Alors. Donc, Eric Ngoye, est-ce que vous m'entendez? Non? Bon, en attendant, j'ai une question écrite que je vais poser. Attendez, je vais voir. On va voir. Alors, une question de Véronique Vermette. Quelle est la proportion de la répartition des réserves entre les continents? Je suppose que d'autres options de conservation telles que des parcs nationaux sont sûrement plus fréquentes en Amérique du Nord où les territoires sont moins peuplés. Donc ça, c'est la question de Véronique Vermette. Est-ce que vous avez entendu, Myriam? Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, effectivement, là, pour le réseau mondial, la plus grande partie des sites est en fait en Europe et en Amérique du Nord.
Après, on a suivi par l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique et les pays arabes. Et effectivement, il y a beaucoup de pays qui choisissent de créer des territoires comme les réserves de biosphère sur la base de parcs existants et qui complètent leur système national de conservation de la biodiversité avec une réserve de biosphère parce que ça leur donne l'intérêt d'avoir une reconnaissance internationale en plus d'un système national de conservation. Sachant qu'encore une fois, nous, l'objectif, c'est vraiment de réconcilier l'humain avec la biodiversité. Donc, on n'a pas comme mandat l'objectif classique des parcs nationaux. Donc, on fait très attention à ce que ce ne soit pas juste le nom réserve de biosphère accolé à un parc qui existe déjà. D'accord, donc il y a une valeur ajoutée par rapport à un parc national qui existe déjà. Oui. Alors, j'ai d'autres questions par écrit que je vais lire. Alors. Donc, Carole MacDuff, qui avait essayé avec qui j'avais essayé de donner la parole, donc nous demande d'exemples de stratégies pour convaincre de la nécessité fondamentale et l'utilité de chaque partie d'un système écologique donné. Par exemple, ici, on fait face souvent à des oppositions dans les cas où des études sont commandées, disons, sur les grenouilles, alors que plusieurs n'en voient pas l'utilité. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, je crois Alors, comprendre, comment convaincre de l'importance d'une protection d'un écosystème? Oui. Alors, c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, on a différentes méthodologies, il y a plusieurs manières, hein, donc notamment les chercheurs, je pense que vous avez eu des cours là-dessus, avec notamment le CIRAD, sur des méthodes comme la méthode Hardy, acteurs, ressources, dynamiques, interaction, où on peut essayer, si vous voulez, de partager des points de vue différents. En fait, on a tous une vision unique et particulière sur ce qu'est le monde. Ma vision du monde n'est pas la même que Laurent, n'est pas la même que vous qui nous écoutez. Et il y a des méthodes, il y a des manières d'essayer de partager nos différents points de vue et de les écouter respectueusement. Donc nous, c'est ce qu'on fait notamment à l'UNESCO et dans le programme MAB, c'est qu'on a développé des méthodologies, on a beaucoup travaillé avec les chercheurs du CIRAD, notamment sur ces aspects-là, pour essayer de réconcilier différents points de vue. Donc, il y a un dialogue qui est mis en place. Et puis, il y a aussi des outils de négociation, de concertation, où on va montrer, par exemple, là, vous avez pris le cas d'une grenouille, mais par exemple qu'un buffle ou qu'une autre espèce a différents usages, différents usagers. Et déjà, ça ouvre les perspectives, parce que si vous êtes pêcheur, vous voyez que la ressource pour votre pêche. Si vous êtes un fermier, vous avez une autre vision de l'écosystème ou du poisson ou du lac, etc. Et donc, le but des chercheurs avec qui on travaille et de l'UNESCO, c'est d'élargir les perspectives et de montrer qu'un problème peut avoir différentes facettes. Et juste en faisant ce dialogue-là, il y a même des fois des jeux qui ont été inventés, des jeux de rôle où on va jouer, moi je vais jouer le rôle du pêcheur et toi tu vas jouer le rôle du fermier pour prendre ma place et regarder à travers mes lunettes, pour regarder le monde tel que moi je le vois. Et en fait, ça ouvre les perspectives. Et ça, ce sont des méthodes qui sont efficaces, qui permettent encore une fois de créer des relations et de créer un lien avec une personne que vous pouvez au début trouver comme étant étrangère ou qui ne peut pas partager votre point de vue. Et en fait, si, il y a des méthodes pour que l'autre puisse partager votre point de vue. Après, c'est une question de temps, de négociation et de leadership. Ça ne marche pas tout le temps. Le temps du dialogue est un temps qui est très long. Et parfois, il y a des personnes qui ne veulent pas qu'il y ait des résultats ou qui ne veulent pas que ça marche. Il y a aussi des jeux de pouvoir, il ne faut pas se le cacher. Il
il y a beaucoup de situations où il y a des jeux de pouvoir, et ça fait partie aussi de l'humanité. Mais il y a des solutions, en tout cas, où on peut essayer, d'ouvrir les consciences, de partager des connaissances, et ensuite d'avoir des méthodes où on peut essayer de co-construire ensemble. Très, très souvent, les personnes, elles ont le même objectif, mais elles l'oublient, elles veulent toutes. C'est très rare, je crois qu'on n'ait rencontré aucune qui ne veut pas que son enfant soit heureux ou qui ne veut pas que son enfant soit plus heureux ou ait plus que lui. Donc, en fait, si on se met d'accord sur un objectif commun de long terme où on veut que nos enfants aient une vie meilleure ou au moins aussi bien que celle qu'on a eue, ben, des fois, on arrive à des solutions quand on dépasse son intérêt personnel et de court terme et qu'on se met des enjeux communs et qui sont un peu plus de long terme. J'entends plus personne. Le micro est coupé. Voilà, oui. Ouais. Alors, merci beaucoup, pardon. Oui, ce sont des discussions que nous avons eues aussi dans le cadre de la discussion, dans le cadre de la résilience des communautés et l'importance de la participation des communautés, et de l'écoute et de la concertation. Et effectivement, ce n'est pas forcément un processus facile qui prend du temps. Je vois des mains levées. Je vais essayer de donner la parole à Eric Ngoye. Est-ce que vous m'entendez, Eric? Vous avez la parole? On vous écoute? Laurent, Allô? il y a un problème de connexion. Est-ce que je suis suivi? Je vous entends bien. Le son n'est pas fort. Peut-être vous devez vous rapprocher du microphone. Allô, Laurent? Oui, Eric, on vous entend. Allô, Laurent? Oui, vous m'entendez? Ah, je vous entends Oui, je bien. vous entends, mais ça se coupe. Mais je renvoie par chat mes questions. D'accord, on va le lire. Alors, je vais la lire. D'accord. Donc là, une question de Erin Goyer, c'est existe-t-il une approche communautaire applicable dans différentes communautés pour la préservation de la biosphère? Quelle démarche dans un contexte de pauvreté où les communautés voient leurs intérêts, moyens d'existence que l'intérêt commun? Comment faire pour qu'ils voient l'intérêt commun? Enfin, ça rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, en fait, je ne pense pas qu'il y ait une méthode qui soit applicable parce que chaque communauté est unique, hein, mais on peut partager, si vous voulez, la force du réseau, c'est qu'on peut partager des pratiques ou des activités, des connaissances d'un pays à l'autre ou entre groupes. Alors, on a eu un programme, par exemple, en Afrique de l'Ouest, ou dans 6 réserves d'Afrique de l'Ouest, où les communautés locales n'étaient absolument pas considérées et impliquées, et on pouvait dire qu'elles étaient à un niveau de pauvreté qui était assez élevé. Elles ne voyaient absolument pas l'intérêt d'être, en tout cas, elles ne voyaient aucun bénéfice à vivre dans une réserve de biosphère. Mais justement, en travaillant ensemble et en les impliquant et en les appelant à une table de dialogue, on a montré qu'il y avait des possibilités pour eux d'accéder à certaines activités, notamment économiques et sociales, qui allaient leur donner des bénéfices, mais également leur donner une place au sein du territoire. Et ça, je dois dire, ça a été un des plus grands succès qu'on a eu dans ce projet en Afrique de l'Ouest qui avait été financé par le Fonds pour l'environnement mondial, où on a eu des activités générées et voulues par les communautés, notamment par des femmes maraîchères, etc., qui avaient des idées, mais que personne n'écoutait ou que personne ne voulait leur donner les moyens pour les mettre en place. Donc, encore une fois, c'est écouter, c'est dialoguer, et puis c'est, je pense, considérer chacun comme ayant un rôle à jouer. Et au niveau scientifique, un des enseignements également de ce projet, et qui fait écho à ce qui se passe dans cette plateforme IPBES, c'est qu'il y avait différentes formes de connaissances, en tout cas différents niveaux. C'est que le savoir scientifique était considéré comme
le meilleur des savoirs. Et si quelqu'un, un scientifique, affirmait ou disait telle ou telle information, c'était plus important, en tout cas plus écouté, que des informations qui pouvaient provenir de populations autochtones ou locales, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, notamment dans le domaine de la biodiversité, que ces connaissances locales, autochtones, et sont très respectables, et c'est un combat de l'UNESCO, et c'est aussi une révolution dans la plateforme intergouvernementale, puisqu'on a un cadre conceptuel qui inclut le savoir local et autochtone. Ça veut dire que maintenant, il y a une vraie révolution qui fait que les connaissances dont nous avons besoin pour gérer ensemble la planète et les écosystèmes donnent une place qui n'était pas donnée avant à des savoirs locaux et autochtones. Et ça, c'est une vraie révolution d'un point de vue, je dirais, scientifique et mondial. Et encore une fois, c'est respecter le point de vue de l'autre, et c'est respecter aussi que nous avons chacun une forme de connaissance qui peut être très utile pour gérer des problèmes, des enjeux maintenant qui sont partagés par toute la planète et qui ont pris une telle ampleur qu'il nous faut mobiliser toutes les forces et toutes les connaissances pour pouvoir les affronter ensemble. Oui, de plus, les communautés locales, les communautés locales, très souvent ont une bonne connaissance de la biodiversité locale, avec des traditions anciennes de l'utilisation aussi de cette biodiversité, pour autant qu'elle soit durable, bien sûr, mais qui peut avoir une grande valeur aussi en termes de connaissances et même quelquefois aussi scientifique. Absolument. Merci beaucoup. Je voudrais juste faire une remarque. Vous avez un certain nombre de questions par écrit et je voudrais encourager les participants à poser leurs questions par écrit sur le site du cours en ligne conservationtraining.org, sur lequel vous pouvez poser votre question, et aussi sur le site NBSAP, de manière aussi à encourager les discussions. Donc, je vais en priorité donner la parole à ceux qui lèvent la main pour qu'ils puissent parler. Et puis, je vais regarder ensuite les questions écrites si nous avons encore un peu de temps, puisque nous avons à peu près une demi-heure. Donc là, je vais donner la parole à Abdel Jalil Bougueria. On va voir si ça fonctionne. Ah, Abdel Jalil, je vois que votre microphone est éteint. Je ne sais pas si vous devez pouvoir l'activer. Alors, je vais voir la question qui est par écrit. La question de Abdel Jalil est: quels sont les bénéfices de la mise en place des réserves de biosphère sur les plans socio-économiques et environnementaux? Je pense que vous en avez parlé un peu, mais peut-être vous voulez rajouter quelque chose. Oui, alors, donc, si vous voulez, la création d'un territoire comme ça fait, je l'ai dit, c'est un engagement d'un groupe d'individus et de communautés. Donc, il y a déjà, je dirais, la première valeur, elle serait sociale, puisqu'il y a une cohésion sociale qui fait qu'il y a plusieurs acteurs qui n'ont pas forcément, encore une fois, le même intérêt ou qui peut-être se rencontrent pas, vont se retrouver autour d'un territoire qui a, par exemple, les valeurs de l'UNESCO. Et ça, dans l'expérience qu'on a, il y a de très, très nombreux pays, de nombreux territoires qui se sont fédérés, qui peut-être ne se parlaient pas forcément avant. Et le fait qu'ils aient cette possibilité d'être reconnus au niveau international par une organisation comme l'UNESCO, avec les valeurs de l'UNESCO, font qu'ils travaillent ensemble et que la désignation agit comme une espèce de plateforme de réseautage où ils vont pouvoir se mettre ensemble et capitaliser sur leurs connaissances, sur leurs talents, sur des initiatives. Après, au niveau économique, il arrive très souvent que parce que la réserve de biosphère est porteuse d'un projet de territoire qui est un peu innovant, qui s'engage dans le développement durable, que ça permette à des initiatives de se mettre en place au niveau économique. Et il y a des créations d'emplois dans le domaine, par exemple, de l'énergie renouvelable ou dans le domaine de l'agriculture raisonnée ou dans un espèce de
tourisme éclairé qui ferait que, par exemple, des personnes viendraient en toute conscience pour aider à ce que ce territoire soit conservé. On a des exemples très, très précis, ou même des jeunes qui quittaient un territoire, qui vont rester parce que la désignation par l'UNESCO implique une reconnaissance et une perspective d'avenir qu'il n'y avait pas auparavant. Donc, au point de vue économique, ça peut générer des nouveaux emplois, ça peut soutenir des nouvelles initiatives, ça peut reconnaître des talents qui n'étaient pas reconnus auparavant. C'est facteur de cohésion sociale et de renforcement des liens. Et au niveau environnemental, il y a un engagement pour que ce territoire, on maintienne son potentiel des écosystèmes et sa biodiversité pour les générations futures. Donc voilà les bénéfices que ça peut générer, en plus, comme je l'ai dit plusieurs fois, de la reconnaissance internationale, qui est un facteur de fierté pour de nombreuses personnes et institutions qui cherchent cette reconnaissance-là. Merci beaucoup pour la clarification. Je vais lire une question de Sambo Guemo. Sur les 629 biosphères, enfin apparemment c'est 669 biosphères dans 120 pays, quelles sont celles dans lesquelles les limites ont été dépassées? Quel espoir alors pour un cas comme au Sénégal, où le fleuve Sénégal est mal exploité, sans diversification écosystémique? Alors c'est intéressant parce que ça pose vraiment les questions en termes de dynamique d'un territoire. Il y a des cas où on va observer des situations ou des chocs, comme j'en ai parlé dans le Delta, avec des inondations ou des pertes d'emplois ou des changements au point de vue de la stratégie économique qui sont très, très importantes. Ce qui est important, c'est de regarder sur une échelle de temps qui est assez longue. Je sais par exemple en Afrique de l'Ouest, si vous connaissez un peu la Pendjari au Bénin, il y a eu une époque où il y avait vraiment une perte des espèces, des écosystèmes qui était drastique, au point où on aurait pu parler de limite du fait que le site ne maintenait plus la biodiversité qui avait été celle pour laquelle l'UNESCO avait classé le site. Et puis par l'effet de plusieurs facteurs, notamment le gestionnaire Jafarou Tiemoko, qui a été exceptionnel et qui a su parler, impliquer les communautés locales. Il y a eu une recrudescence de la faune, mais comme indicateur du retour d'écosystèmes sains. Donc il y a des situations qui paraissent irréversibles, mais en fait qui le sont dans un espace de temps. Et c'est toute la question de comment on arrive à transformer des écosystèmes et des systèmes socio-écologiques comme les réserves de biosphère, quels sont les différents facteurs et comment on arrive à impliquer des changements positifs. Encore une fois, moi, dans mon expérience, même des cas dramatiques, comme en Asie, où on a des programmes ou des exploitations minières, on arrive à restaurer des écosystèmes sur un temps qui est un peu lent, mais on y arrive. Et très souvent, derrière, encore une fois, ce sont des personnes qui sont dans une dynamique de leadership et qui ont certains moyens et qui arrivent à dialoguer avec des acteurs et qui les entraînent dans un processus positif de co-création. Mais j'ai connu vraiment aucune situation irréversible dans les réserves de biosphère. Je sais qu'dans le milieu scientifique, on peut parler de seuil d'irréversibilité et puis de bascule qu'à un moment, on ne pourra plus revenir en arrière. J'observe quand même qu'il y a pas mal d'initiatives pour restaurer des écosystèmes et donc il y a des solutions, encore une fois, sur lesquelles on peut s'appuyer et sur lesquelles on peut se motiver pour se dire qu'il y a encore des choses à faire pour notre planète. Merci beaucoup. Voilà une question intéressante de Norbert Deschanel que nous n'avons pas réussi à joindre. Quelles sont les alternatives? Quelles alternatives peut-on proposer à un pays pour pallier à la pression de la population quand des réserves de biodiversité, sur les réserves de biodiversité, dans des pressions, quand 80% de cette population vit sous le seuil de pauvreté? Oui, c'est une question importante.
c'est intéressant aussi de définir qu'est-ce que c'est la pression de la population, qu'est-ce qu'on entend par là, est-ce qu'on a des indicateurs pour les mesurer. Il arrive, on a eu des études de cas, nous-mêmes dans des réserves de biosphère, où on avait un diagnostic qui était posé en nous disant que justement c'était les populations là, le problème et c'était eux qui détruisaient les écosystèmes. Et en fait, en l'absence d'indicateurs ou de données, on a dit bon, on va essayer de faire des études là-dessus. Et les études ont montré qu'en fait, c'était pas du tout leur mode d'accès, le mode d'usage ou d'utilisation qui faisait pression, c'était tout un système social. Et en fait, il faut vraiment, si vous voulez, essayer d'avoir la bonne information sur la question de l'accès et de l'usage des ressources est cruciale dans de nombreux cas. Avant de parler de pression et avant de parler de nombre, il faut comprendre les règles d'utilisation et d'accès des ressources des différentes communautés. Et sur cette base-là, on arrive à poser un diagnostic qui est beaucoup plus clair et on peut trouver des solutions en concertation avec les différents acteurs concernés. Mais cette question de pression et des indicateurs, elles doivent vraiment être étayées par des faits et des données qui sont vérifiables. J'entends rien. Le micro est fermé. Il s'agit donc de donner, d'analyser les données dans les détails au niveau de la communauté et en ayant des indicateurs plus précis. Il faut expliciter les règles d'accès et d'usage. Il faut identifier quels sont les usagers, qui a accès aux ressources et comment on les utilise. Parce que souvent, il y a un amalgame entre le nombre de la population et le fait qu'il y ait une destruction, une pression sur l'environnement. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ce sont un ou deux usagers qui peuvent faire beaucoup plus de dégâts que des milliers de personnes. C'est ça que je veux dire. Il faut expliciter les règles d'accès et d'usage. Quels sont les usagers, qui a accès et comment ils utilisent ces ressources. Et ça peut aller à la destruction. Mais ce n'est pas forcément le nombre de la population qui crée un problème. D'accord. Ce n'est pas parce que les gens sont pauvres qui détruisent l'environnement. La pauvreté n'est pas il n'y a pas de lien direct de causalité entre ce qu'on appelle des populations pauvres et la destruction de l'environnement. Parfois, ça arrive, mais quelles sont les règles d'accès et d'usage aux ressources qu'il faut expliciter auparavant. Pas faire d'amalgame sur des interactivités qui ne seraient pas forcément justes. Oui, parce que la richesse peut aussi être une cause de dégradation de l'environnement. Absolument. Je donne la parole à Kunta Tonebeha Kipidba. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Ah, je vous entends, très bien. Voilà, vous avez la parole. Vous pouvez nous dire d'où vous venez et puis quelle est votre question? Voilà, je vous appelle du Togo. Je suis ravi d'entendre Boiram, parce que je suis aussi le point focal, le secrétaire du comité national MAB Togo. Je vais poser ma première question sur les réserves de biosphère. C'est de savoir comment on peut établir, comment on peut intégrer le plan d'action, la stratégie et plan d'action de Lima dans les documents de SPAMB. Ça, c'est ma première question. Je peux aller en même temps avec la deuxième? D'accord. Oui. Oui, vous pouvez poser la deuxième. Comment, donc, répétez la première. Comment intégrer? Intégrer à Lima, on a adopté la stratégie du MAB et le plan d'action de Lima 2016-2025. Donc, c'est de voir comment on peut intégrer ce plan d'action-là dans les documents de SPAMB, stratégie et plan d'action sur la biodiversité. Ma deuxième question. D'accord. Je peux aller? Oui, on vous écoute pour la deuxième question. Voilà, donc sur les savoirs locaux, il y avait un slash où elle parlait des indicateurs en parlant des interactions entre humains et non humains. Donc, on a évoqué les indicateurs d'interaction. Je voudrais savoir quels sont les indicateurs pertinents qui ont été identifiés jusqu'ici.
Surtout qu'aujourd'hui, on sait que les savoirs locaux sont vraiment un enjeu de taille, surtout dans la mise en œuvre du protocole de Nagoya, où on parle des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Oui, voilà. D'accord, d'accord. Kunkato, merci beaucoup. Alors, vous avez peut-être des éléments de réponse pour les deux questions? Oui, alors pour la première question, effectivement, on a adopté un plan d'action pour le réseau et je pense qu'il y a des modalités pour mentionner la participation du Togo à ce plan d'action dans les formulaires que vous devez remplir pour rendre compte de votre stratégie nationale. Il y a certains pays, je pense que ce n'est pas encore le cas du Togo, mais il y a certains pays qui reconnaissent les réserves de biosphère comme étant des territoires soit pour le développement durable, soit dans la stratégie de conservation de la biodiversité. Mais en tout cas, vous pouvez très bien mentionner que le Togo possède 2 réserves de biosphère, dont une transfrontière, et que ça fait partie de votre stratégie pour le plan national d'action pour la biodiversité, puisque vous avez un mandat en étant réserve de biosphère de conserver une certaine partie de votre biodiversité. J'espère que je réponds à votre question. Et puis, sur les savoirs locaux et les indicateurs, c'est très intéressant parce que il va y avoir, c'est une réflexion qui a été menée au niveau de la plateforme, là, IPBES. Et justement, il y a des recommandations et un plan d'action qui vont sortir cette année et qui seront disponibles en français. Et nous, l'UNESCO, on a participé à cet exercice pour articuler les savoirs locaux avec les savoirs scientifiques. Donc, si vous ne trouvez pas cette étude, elle devrait être disponible au mois de mars. Je serais ravie de mettre le lien à disposition à travers la plateforme pour que vous puissiez trouver ces éléments qui font l'interaction entre les savoirs locaux autochtones et les savoirs scientifiques, à la fois en termes de cadre conceptuel ou en tout cas des lignes directrices pour rendre compte de ces savoirs en même temps que les savoirs scientifiques. C'est un vrai défi et c'est un défi que la plateforme intergouvernementale, justement, entendait relever. Donc, je suis prête à partager les rapports ou les dossiers qui sont disponibles pour ce cours ou pour ce groupe ensuite. Oui, volontiers, oui, vous pouvez nous les faire parvenir. Merci bien. Alors, je donne la parole à Arsène Sanon. On va voir si vous m'entendez. Arsène, on va voir si on vous entend. Vous avez la parole. Arsène Sanon? Non. Bon, alors je vais regarder la question qui a été posée par écrit. Arsène Sanon qui a posé la question. Bonjour à tous. Est-ce que le classement d'un site en réserve biosphère ne se fait qu'à travers les acteurs étatiques? Comment des communautés locales peuvent s'y prendre pour faire classer une forêt communautaire, par exemple, en réserve biosphère, puisque dans ce cas, ce sont ces acteurs locaux qui sont maîtres de la gestion et de la gouvernance de ces territoires de conservation? Alors, c'est une excellente question. En fait, on a un précédent, c'est possible. Il faut que ce soit quand même relayé par le gouvernement à un moment, puisque nous, on travaille avec les gouvernements. Mais il y a eu, par exemple, une initiative, c'était en 2016, où on a eu la première réserve de biosphère entièrement gérée, préparée, le dossier, est désigné par des communautés autochtones dans les territoires du nord-ouest canadien. Et c'est aussi le premier gouvernement autonome canadien. Vous savez qu'il y a des enjeux par rapport à ce qu'ils appellent les Premières Nations dans ce pays. Et donc, nous avons reçu pour la première fois un dossier. C'est une communauté de 600 personnes qui habitent dans un territoire immense et qui sont les gardiens d'un lac, le lac du Grand Ours, qui est la 8e ressource en eau douce du monde. Et ce sont cette communauté de 600 personnes qui a préparé un dossier
et ça a été reconnu par l'UNESCO en 2016. C'est la réserve de biosphère de Tsatoué que je vous encourage à regarder. Il y a eu des articles, notamment dans le New York Times, sur ce territoire qui est assez fascinant. Mais ça a été relayé à la fin par le gouvernement, en tout cas par la Commission nationale de l'UNESCO au Canada. Donc, c'est totalement possible d'avoir un territoire qui est géré et porté par des communautés autochtones. Donc, la réserve de biosphère de Tsatoué au Canada, comme exemple. Micro. Pardon. Merci bien de citer cet exemple en réponse à la question. Voilà. Je vais essayer de donner la parole à quelqu'un d'autre en voyant si... Bon, je vais vous lire d'autres questions qui ont été posées. Nous avons encore un petit peu de temps. Alors, une question de Mireille. Vous avez cité dans votre exposé des pays qui ont refusé de faire partie du réseau des aires protégées, mais pouvons-nous avoir d'autres dont la population adhère au début du projet? Quel sort est réservé à ces derniers lorsque, à la longue, la population se désintéresse? Et quelles stratégies sont mises en œuvre pour assurer la pérennité du programme dans ces pays? Je crois que nous avons un petit peu discuté déjà cette question. En fait, c'est vraiment les pays que j'ai cités, ils ont retiré des sites et ils en ont encore. Hein. Donc, c'est vraiment très localisé le soutien des communautés et des populations. J'ai cité Voilà. par exemple la Bulgarie. Ils ont la plupart des cas, en fait, si vous regardez bien, c'était des réserves de biosphère qui avaient été désignées il y a très longtemps, notamment en Bulgarie en 1976. Donc, les premières réserves de biosphère. Donc, avant que ce soit écrit, que ce soit mis par écrit, pardon, que les populations devaient être impliquées et partie prenante. Et ça a été entériné en 1995. Donc, vous avez eu une période entre 76, les premières réserves de biosphère, jusqu'à 95, où les pays créaient des réserves de biosphère qui avaient, comme je l'avais dit auparavant, plutôt comme vocation d'être scientifique et d'observatoire et de comprendre un peu les interactions humains et nature dans les différents écosystèmes. Mais après, à partir de 95, ça a vraiment été l'ancrage de comment ça fonctionne une réserve de biosphère, et l'objectif, c'est vraiment d'impliquer le développement durable. Donc, toutes les réserves de biosphère qui ont été retirées à ce jour, à la date d'aujourd'hui, en fait, étaient des anciens modèles, des modèles où parfois il n'y avait même pas de population. C'est arrivé en Suède, par exemple. Il y a une réserve de biosphère qui a été retirée parce qu'il n'y avait pas de population qui habitait. Mais maintenant, la Suède a 6 réserves de biosphère très actives, très modernes et qui fonctionnent très bien. Vous avez également aux États-Unis plusieurs réserves de biosphère qui ont été retirées parce que le gouvernement local ou les communautés n'avaient pas envie de rester réserve de biosphère, et c'est également des anciennes réserves de biosphère, mais vous en avez une vingtaine qui sont très actives et qui sont très modernes aux États-Unis. Donc, il n'y a pas un pays qui se retire totalement. Il y a des territoires où il y a d'autres réserves de biosphère qui fonctionnent très, très bien et qui servent de modèle d'inspiration, et d'autres où il y avait peut-être d'autres modalités qui étaient plus attrayantes que réserve de biosphère. D'accord, donc c'est bien clarifié. Je pense que oui. Il y a une question ici écrite de Déchanté. Considérant le rôle des réserves de biosphère à la résilience pour le développement durable, quelles sont les stratégies les plus adéquates pour les multiplier dans les pays dont plus de 60% de la population vit à la merci de la nature et qui n'ont pas de services d'infrastructure de base? Je ne sais pas de quel pays il s'agit, mais... Alors, ce qui est intéressant
Oui, si j'ai bien compris la question, en fait aussi, euh, les réserves, peut-être que je ne l'ai pas clairement dit, les réserves de biosphère, elles sont vraiment des lieux de partage et d'inspiration. Donc en fait, un pays n'a pas besoin d'en avoir partout. Il a plutôt besoin d'en avoir qui fonctionnent bien et qui peuvent inspirer par des activités, par des informations, par des réseaux, notamment sociaux, par des formations. Il y a beaucoup de gens qui peuvent, par exemple, on a tout un réseau de chaires UNESCO, vous avez des étudiants qui utilisent, qui vont faire des études ou des formations dans les réserves de biosphère, comme donc des lieux d'apprentissage, pour justement comprendre mieux sa place par rapport à la nature ou comment fonctionne tel ou tel écosystème. Et je dirais que pour moi, ce qui est le plus important, c'est ce que partage une réserve de biosphère au-delà de ses frontières. Et c'est vraiment la vocation du réseau, et ce qui a été rappelé dans le plan d'action de Lima, c'est de partager tout ce qu'on a appris au-delà de nos réserves, avec le jeu de mots en français, au-delà de nos réserves, de ne pas avoir peur, de ne pas être timide, de partager ce qu'on a appris en échecs et en leçons positives. Et le but du programme, ce n'est pas d'avoir le plus de réserves de biosphère, ce n'est pas un concours d'avoir le plus nombreux, mais c'est d'avoir des modèles inspirants et qui partagent leur expérience, leurs connaissances à travers plein de modalités différentes, encore une fois, que ce soit des réseaux scientifiques, que ce soit des réseaux éducatifs, comme le réseau des écoles associées de l'UNESCO, que ce soit à travers les réseaux sociaux, et que d'autres personnes aient accès à ces territoires et accès à ces connaissances et à ces outils. Et je D'accord, pense que là c'est ça le plus apparemment, important. oui, oui, oui. Apparemment, il s'agit de la République démocratique du Congo, le pays en question. Mais bon, je pense que de toute façon, vos remarques sont valides. Bon, c'est un pays avec un grand territoire, avec Oui, donc une grande réserve de forêt tropicale alors équatoriale. ils ont des réserves de biosphère qui sont inscrites. Effectivement, elles sont en voie d'évaluation, les réserves concernées. Et il y a des enjeux aussi à ce pays qui sont particuliers. Mais voilà, je pense qu'il y a des territoires où il y a une telle diversité des écosystèmes que ça peut être nécessaire d'avoir une réserve, on va dire, dans chacun des différents écosystèmes côtiers, tropicaux, etc., parce que le territoire est vaste et parce qu'il est très diversifié et que les enjeux sont très précis. Et puis, il peut y avoir aussi des sites qui fonctionnent tellement bien, qui ont un tel rayonnement que ça peut diffuser au-delà encore dans un large perspective. Ce qui est important, c'est d'avoir, encore une fois, un réseau d'acteurs, un réseau au niveau national. Donc, le rôle du comité MAP dont monsieur du Togo nous a rappelé l'importance, c'est ça, c'est qu'il y a des territoires, mais il y a aussi un relais au niveau national, au sein des différents ministères, et qui permet de diffuser les leçons et ce qui a appris au niveau des réserves de biosphère. Donc là aussi, c'est une question d'échelle. C'est très, très important d'avoir des relais comme le monsieur du Togo pour partager l'information et jouer un rôle d'acteur au niveau national d'un pays, aussi grand soit-il, encore plus. D'accord. Merci beaucoup vraiment pour vos clarifications et les conseils très intéressants. Nous reste plus beaucoup de temps, il reste juste 2 minutes, mais j'aimerais quand même lire une dernière question qui a été posée. Enfin, c'est pas la dernière, on peut pas les voir toutes, mais il y a une question qui est intéressante. Euh, sur les savoirs locaux, dans la gestion des interactions entre humains et non humains, vous avez évoqué les indicateurs d'interaction. Quels sont les indicateurs pertinents que vous avez retenus dans cette perspective? Car aujourd'hui, la prise en compte de l'article 8 de la CBD et l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est un enjeu de taille, notamment au niveau du protocole de Nagoya sur l'APA. Oui, alors je Donc, crois que j'ai répondu un peu tout à l'heure en oui. disant que je n'avais pas d'indicateur d'interaction, mais que je pouvais partager les lignes directrices qui ont été faites par l'IBES sur la prise en compte des savoirs locaux et autochtones dans les évaluations et notamment les rapports scientifiques, avec un cadre conceptuel qui inclut ces savoirs locaux et ces connaissances-là.
Donc, je peux partager ces documents, mais je n'ai pas d'exemple d'indicateurs d'interaction, savoir locaux, mais il y a des lignes directrices et il y a un cadre conceptuel que l'on peut partager. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Myriam, pour votre contribution très enrichissante pour le premier webinaire de cette deuxième partie du cours massif en ligne sur la résilience pour le développement. Donc, merci à tous pour votre participation et encore une fois, j'encourage tout le monde à participer aux cours en ligne ainsi que participation aux discussions et n'hésitez pas à poster aussi vos questions dans le cadre des discussions. Merci beaucoup, bonne journée et bonne semaine et merci encore Myriam. Peut-être un dernier mot pour vous? Non, merci énormément et puis soyez des agents inspirants du changement de cette planète. Merci beaucoup.